Zied, merci beaucoup de m'avoir accepté. Magnifique, Waliscar. C'est un plaisir, c'est sympa. Ça m'enrichit aussi. Même si c'est toi qui me poses les questions, c'est intéressant pour moi aussi. Super. C'était quand la dernière fois que tu as fait une interview ici? Dans le jardin, jamais de Waliscar. Mais ici, quoi, dans le site, il n'y a pas longtemps. Peut-être 3-4 semaines. Très bien. 3 semaines. Cool. Comment ce rêve de créer ta voiture a commencé et c'est quoi la force de Waliscar? En fait, c'est pas... Tu vas voir les voitures qui passent et le bruit, hein, c'est normal. Regarde, comme tous les enfants, je jouais avec les bagnoles. Quand j'étais petit, j'avais des voitures de collection, mais j'ai jamais rêvé de fabriquer une voiture. C'est à l'école où tes parents t'apprennent pas à rêver d'être constructeur automobile. Donc, il n'y a pas d'études pour devenir constructeur automobile. C'est pas, on nous formate à l'école et au lycée. On ne nous fait pas rêver. On veut qu'on soit des petits soldats, en fait. Et finalement, on est formaté pour travailler pour les autres, pas pour être indépendant. Mais on est tous passionnés de quelque chose. Et moi, c'était un hasard. J'étais petit, j'étais Hamed, il y avait les petits Jeeps Dallas, etc., des petites voitures que j'aimais beaucoup. Et un jour, j'ai eu la chance, grâce à ma curiosité, celle de mon frère, je regardais une voiture dans une île qui s'appelle Wallis et Futuna. Et c'était une Jeep Dallas. Et quand je la regardais, j'ai rencontré un de ses créateurs. Et donc, c'est lui qui m'a expliqué comment on pouvait commencer. On n'a pas le choix, on n'a pas trop l'occasion de rencontrer des constructeurs automobiles. Et lui, on était en vacances, il était en vacances. Il était flatté par le fait que des jeunes qui vivent à l'autre bout de la planète, parce que Wallis et Futuna, c'est au Pacifique, que ces jeunes soient intéressés par la voiture qu'il a créée il y a 30 ans. Et l'idée a commencé comme ça. Comment tu as eu ce courage de faire ça? Est-ce que tu as déjà entrepris avant? Est-ce que tu as été accompagné? Parce que c'est jamais facile de faire un premier projet et surtout un projet que personne n'a fait en soi. Je ne pense pas qu'on ait eu un constructeur en Tunisie depuis la création des entreprises. Déjà, le conseil que je donne toujours aux jeunes, commencez le plus jeune possible. D'accord? Le plus tôt possible. Moi, j'avais 24 ans. J'ai fini mes études, je fais des stages, etc. J'avais rien à perdre. Et je ne suis pas quelqu'un qui calcule trop qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre. Je me lance et après on verra. Parce que de toute façon, je suis vierge. Je suis vierge professionnellement et intellectuellement. Donc quoi que je fasse, ça va être du gagnant. Quand on se lançait, ça ne veut pas dire mettre de l'argent sur la table. Non, se lancer, c'est-à-dire je me lève le matin avec cette idée et je vais à l'administration tunisienne, je vais voir des fournisseurs, je vais voir des industriels, j'utilise les contacts de ma famille et de mes amis pour rencontrer des gens qui me permettent de finalement, quand on a un rêve, on a une vision, quand on commence à rencontrer les gens et à comprendre ce qu'on veut faire, on commence à créer notre mission. D'accord? Donc tout ça, c'est du temps. C'est que du temps, c'est pas de l'investissement d'argent. Oui. Ok? Donc tu commences. Et là, ton idée elle devient plus claire. J'avais pas besoin de courage, c'était naturel. Le courage, c'est parce qu'on le voit de l'extérieur. Tu te dis, si moi j'étais à sa place, je trouverais ça difficile. Non, si tu étais à ma place, tu ne trouverais pas ça difficile parce que toi, tu aimes ça. Mais si toi, quelqu'un aime la cuisine, et il passe un mois à faire des petits plats pour savoir ce qu'il veut faire, pour moi je trouve que c'est courageux parce que ça me fait chier de faire la cuisine pendant un mois. Ok? Mais lui non, ça l'a amusé parce qu'il a mangé, il a invité ses amis, il a parlé avec des chefs et tout ça, et c'était passionnant. Et finalement il a trouvé la recette de ses rêves et il va vendre 1 million de plats par jour peut-être. Donc lui c'est courageux parce que moi ça me fait chier. Tu comprends ce qu'il fait? Et lui il me dit, bon, j'adore voir une voiture ou en acheter une, mais ça me ferait vraiment chier d'aller voir comment on fabrique le câblage, comment fabriquer une carrosserie, les peintures, l'administration. Tu vois, c'est relatif. Okay. C'est un mensonge quand quelqu'un te dit j'ai fait des sacrifices. Enfin, il se ment à lui-même ou les entrepreneurs veulent faire les intéressants. Personne ne nous force à devenir constructeur automobile. Okay. Personne ne nous force à devenir un grand chef. Personne ne nous force à exceller. Et j'aime les choses tangibles. Et j'aime les choses compliquées. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas toucher un téléphone ou une montre sans savoir comment ça marche, depuis petit.
je me sens bête. Je me dis parce que c'est des êtres humains qui ont fait ça. Ouais. Ok, je ne peux pas le faire tout seul, mais il faut qu'au moins je comprenne comment ça marche. Parce que j'ai l'impression d'être passif et je déteste la passivité. Donc oui, je choisis la difficulté, encore une fois la difficulté dans le regard des autres, mais pas pour moi, parce que je me sens faible et ou bête si je ne comprends pas comment ça marche et si je fais des choses faciles. Okay. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as un drive financier? Quand tu as commencé, est-ce que tu t'es dit je vais faire ça pour arriver à gagner de temps? Alors, excellente question. Quand tu as 24 ans, tu n'as pas un drive financier parce que quand tu as 24 ans, je dis n'importe quoi, hein, tu as besoin pour être bien, de 1000 dinars par mois. Parce que tu vis chez papa, chez maman, tu as un peu d'argent de poche et les 1000 dinars, tu veux peut-être parfois acheter un truc un peu spécial. Mais finalement, tout est relatif, le drive financier. Mon drive à moi, il n'était pas énorme. C'est-à-dire, je me disais, c'était tellement compliqué que je me disais, si je fais 50 voitures par an, je serais bien. Mais en fait, j'étais tellement amateur que je ne calculais pas tous les autres coûts. En fait, avec 50 voitures, tu perds énormément d'argent et tu dois rajouter de l'argent de ta poche. Donc, je me suis vite rendu compte que si mon objectif, c'était l'argent, il fallait arrêter tout de suite. Parce que c'est un projet qui a commencé à gagner de l'argent au bout de 6, 7, 8, 9 ans. C'est-à-dire qu'il commençait à être flat au bout de 7 ans, après 8 ans, il gagnait, après ça reperdait, après ça met beaucoup de temps. Et l'industrie, c'est des cycles très longs. Même quand tu gagnes, on te conseille vraiment de ne pas te mettre l'argent dans les poches. Tu dois toujours réinvestir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là et que tout ça appartient à Wallis-Car. Tout ça, c'est l'argent de Wallis-Car. Ce n'est pas des banques, ce n'est pas des loyers, c'est parce qu'à chaque fois qu'on a gagné 1 millime, on l'a remis dans l'usine. Donc tu capitalises en fait. Et quand tu commences à 24 ans, tu t'en fous. Tu te dis, bon, au pire des cas, à 40 ans, ça ira bien, c'est déjà pas mal. Ouais. Tu vois? Mais si tu commences un projet comme ça à 40 ans, tu te dis, putain, à 55 ans, peut-être ça va commencer à marcher. Ou à 50 ans. Et en plus, tu as des gosses et tout, donc ça met beaucoup plus de temps. Donc c'est moins motivant. Ouais. Mais il y en a qui le font. Mais la manière dont moi je l'ai faite, enfin plutôt moi et mon frère et les gens qui nous ont entourés, mais on va dire c'est surtout on va dire la conception du business model, c'était une influence de René Bosch, donc l'ancien constructeur, et aussi ma culture à moi. C'est-à-dire d'être très très frugal, pour ne pas dire hyper radin, pas parce qu'on est radin, mais parce que tu n'as pas le choix. Et en plus, quand tu n'as pas le choix, tu es plus créatif. Wallis-Car, si ça avait commencé avec 10 millions d'euros, on aurait fait faillite. Le fait qu'on a commencé avec 50 000 dinars, après 100 000 dinars, après quelqu'un rajoute de l'argent, après un client te finance, etc., ça te permet vraiment de bien te consolider, de prendre le temps, parce qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. Tu ne peux pas accélérer le temps parfois. Il y a des choses qui nécessitent du temps. Si du jour au lendemain, il n'y a pas de marque automobile, et tout d'un coup, tu vois partout de la publicité d'une marque de voiture tunisienne, tu dis c'est bizarre, ça fait fake. Okay. Tu vois, c'est comme un arbre. L'arbre, il est beau parce qu'il met du temps à pousser. Tu l'as vu grandir et après, il est grand, il est solide, il a des racines profondes et il est beau. Mais s'il est grand tout de suite, tu crois qu'il est fake. Tu dis il est en plastique et il va mourir dans 2-3 ans. Et ce genre de philosophie, comment t'es arrivé? Parce que là, j'imagine que tu as gagné beaucoup en maturité. Et ce genre de perspective, C'est l'éducation, ça. Dès le début, tu avais ça? Oui, ça c'est l'éducation parce que je n'avais pas les moyens de réaliser mon projet. Et on s'est menti à nous-mêmes. Je croyais que j'allais faire ce projet avec 150 000 dinars. Finalement, ça a nécessité 15, voire 20 fois plus d'argent, ce qui est toujours très peu. Mais au début, j'étais naïf. Donc la naïveté, c'est bien, l'amateurisme, c'est bien, parce que quand tu es trop professionnel et trop expert, tu vois que les problèmes. Quand tu es naïf, tu vois le rêve et tu te dis, c'est bon, c'est comme un gars qui construit un bâtiment. Ok ? Si c'est un expert, il va te ramener des engins de chantier, etc. Il va te dire tac, tac, tac. Mais si tu es un amateur, tu vas mettre une brique et le lendemain, tu as mis une brique, tu dis waouh, j'ai mis 2 briques, tu es content. Mais le professionnel il va me dire mais t'es con, c'est pas comme ça, c'est trop lent et c'est pas comme ça que ça marche. Mais moi je suis content, j'ai mis 2 briques, tu vois. Je les ai fait, on a l'ayrton et tout ça, donc c'est très personnel en fait. Ça veut dire si Volkswagen me regardait faire ce projet, tout seul, un expert me dit mais t'es fou, qu'est-ce que t'es en train de faire? D'ailleurs il y a plein de gens qui ont dit t'es fou.
Sauf que Monsieur Volkswagen aujourd'hui, il ne sait pas que son arrière-grand-père a commencé comme ça. Oui. Que Peugeot a commencé comme ça. Armand Peugeot a commencé dans un petit garage. Et Toyota, ils ont tous commencé comme ça. Moi, j'adore l'histoire. Donc, je ne vois pas Toyota aujourd'hui. Je vois Toyota en 1934. Donc, moi, je m'inspire de Toyota en 1934 et de Peugeot en 1890. Et de Henry Ford lorsqu'on ne l'a pas laissé fabriquer sa bagnole et qu'il a fait faillite et que tout le monde l'embêtait, etc. Après, il a fait la Forte, ça a marché, mais c'est facile. Une fois que tout le monde marche, que ça marche, c'est facile de refaire l'histoire et dire voilà, c'est ça. Il faut regarder l'histoire, c'est hyper important. Et la vraie histoire, pas l'histoire du marketing ou magnifiée, l'histoire réelle que tu dois lire dans les livres ou dans un reportage sérieux, quoi. Ok. Et maintenant, c'est quoi? Parce que j'ai compris que ce qui te passionnait réellement, c'était les petits trucs au début, parce que c'était quelque chose que pour toi était, disons, simple, parce que tu avais ce rêve, tu étais un peu naïf, mais au fur et à mesure, est-ce que la motivation, parce que ça devient de plus en plus compliqué, Ouais. les chiffres grandissent, il y a plus de Ouais, responsabilités, exact. toi, tu deviens Ouais. plus mature, et Ouais. tu vois la réalité, Ouais. tu comprends un peu plus le marché. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne réellement et c'est quoi la perspective Regarde, future pour toi? ce pour qui est- Niska Ce qui est intéressant, c'est quand justement tu gagnes en maturité et que ça grandit, l'entreprise, la petite start-up devient une société. Ok. Société, Mojtama. J'adore ce nom, société, c'est-à-dire que c'est une société, beaucoup d'êtres humains. Voilà, c'est une bonne définition. Et quand tu as une société qui a grandi, finalement tu n'es plus seul. Il y a des gens qui se battent pour elle, pour qu'elle vive, parce qu'ils vivent de son salaire. Il y a le fournisseur qui veut que ça marche parce qu'il gagne. Il y a les salariés, il y a les directeurs. Donc finalement, moi je m'occupe de la gouvernance. Je ne m'occupe plus du quotidien. Ah, c'est bien, cette voiture est bien montée, etc. Bien sûr, comme je suis hands-on et j'ai tout fait, donc je peux voir, je peux décider. Mais en fait, quand la société grandit, tu n'es plus seul. Donc tu as d'autres types de difficultés. Mais tu te sens plus fort et c'est plus impliqué et enraciné. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Je suis plus seul en fait. Donc les choses que j'ai à faire maintenant, c'est faire en sorte que tout ce petit monde collabore bien ensemble. En fait, on se met plus à faire de la politique dans la société, de la gouvernance et mettre les bonnes personnes au bon endroit et surtout leur inculquer la bonne culture et la bonne vision et la bonne mission. Donc ça devient ça mon travail. Est-ce que c'est inné, Donc- la gestion humaine? Comment tu Alors, arrives? Parce que c'est- la gestion humaine, c'est la chose la plus difficile. C'est pour ça que la politique et gérer un pays, c'est compliqué parce que tu gères que des êtres humains. Et les êtres humains, par définition, c'est pas des machines et ils ne marchent pas toujours de la même manière. Ok? En fonction de beaucoup de paramètres. Sa situation personnelle, sa situation financière, la situation, beaucoup de choses. Comment ça évolue dans la société, ils se sentent menacés, ils ne se sentent pas menacés. Donc finalement, mon rôle, ça devient comme un père de famille, même avec des adultes, pour les rassurer sur leur avenir, sur où est-ce qu'on veut aller, etc. Les meilleurs managers, in fine, ce sont les plus grands psychologues / philosophes. Ok? Quand tu es un psychologue et que tu as de l'empathie, de la compassion, que tu es philosophe, mais en même temps, regarde toutes les contradictions qu'il y a, et en même temps tu dois être un peu dictateur pour imposer une vision et une mission. Donc tu dois être un dictateur éclairé en fait. Ok, Ok? ok. Pour bien gérer une boîte, tu dois être un dictateur éclairé. Parce que les gens veulent ça, ça les rassure. Mais éclairé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois aussi les écouter et t'adapter. D'accord, ok. Pourquoi dictateur? Parce que si tu suis trop, finalement, on te bouffe. Pas parce qu'ils veulent te bouffer, parce que chacun se sent menacé, donc il tire vers lui. D'accord. D'accord? Donc il tire vers lui, donc le tapis se déchire. Et toi, tu dois faire en sorte de leur dire le tapis, il est commun, il y a de la place pour tout le monde. C'est un travail de tous les jours, en fait. Oui. Ok? Comment tu gardes ce mindset d'être en forme? Parce que moi, je pense que pour être comme ça, la gestion humaine, en fait, tu peux pas être faible ce jour-là, ou tu peux pas être trop arrogant ce jour-là. Excellente question. Excellente question. Et la réponse, elle est simple pour moi. Ce mindset, tu dois bien dormir.
يكذب عليك celui qui te dit le meilleur manager. Ou bien c'est génétique, le mec il dort 4 heures et il est bien. Tu dois bien dormir. Tu dois faire attention à ta santé en tant que dirigeant, leader. C'est faux là, le leader qui fait tout, c'est du mytho, il ment. Ou sinon il gère très mal. En fait, moi, quand je vois mes collaborateurs, ils doivent toujours sentir que je suis en forme. En fait, tu n'as pas le droit de dire je suis mal, ou j'ai un problème familial, ou j'ai une maladie. Non. Ils doivent toujours se dire mais il est bizarre le mec, pourquoi il est toujours en forme? Ils se sentent rassurés. Par contre, eux, ils sont tout le temps en train de dire qu'ils sont malades, qu'ils ne sont pas bien, etc. Donc il y a ce rapport de force de la hiérarchie où le supérieur doit toujours être en forme. Il doit parler des dangers qui nous guettent au sein de l'entreprise, mais lui, en fait, c'est comme un mini Dieu vivant qui ne tombe pas malade, qui ne va pas aux toilettes et qui est toujours nickel. C'est pas facile, hein? Donc, il faut bien se nourrir, il faut bien dormir et il faut toujours garder du recul. C'est pour ça qu'on a un jardin dans Wallis. Parce qu'avant, quand on était en interne, juste là, à 20 mètres dans les bureaux, eh ben, il y avait toujours quelqu'un qui toquait la porte, tu ne peux pas lui dire sors, ça fait arrogant, qui vient pour se plaindre, pour dire que c'est lui le meilleur, pour dire que c'est lui la victime, c'est humain. C'est comme quand tu as 2 enfants, ces 2 frères et sœurs, ils s'aiment bien, mais bon, quand il y a un petit gâteau ou un truc, ils aiment tous les 2 le gâteau, il va essayer de tirer. La vie, c'est une éternelle négociation et qui tire plus vers l'autre. Nous, en tant que père de famille ou en tant que chef d'entreprise, on doit toujours faire des arbitrages. Pour faire des arbitrages, il faut être en forme psychologiquement et physiquement. Et toujours prendre du recul. Voilà. Est-ce que quand tu as, quand disons que tu vas mal, parce que tu peux te protéger le maximum possible, tu peux dormir le maximum, tu peux être conscient le maximum possible, il y a toujours un moment où tu as quelque chose qui te rattrape inconsciemment ou consciemment, peut-être un problème réel hors que le business, ou peut-être le business, ça t'a fait. Quand tu sens que t'es pas au top, okay, comment tu te dissocies, tu mets la distance, justement, le temps de récupérer? Est-ce que tu te caches? Alors, je reste toujours disponible, toujours. Mon téléphone ne se ferme jamais, sauf quand il n'y a plus de batterie. Je suis physiquement, j'aime bien m'isoler quand je suis mal. Ça veut dire quoi? Même personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime s'entourer quand il n'est pas en forme. Ok. Donc, tu t'isoles, mais tu restes disponible. D'accord. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un t'appelle, tu dis envoyez-moi un message. Donc tu réponds par WhatsApp, tu réponds par SMS. Pourquoi? Parce que tu as le temps de répondre et tu as le temps d'analyser. Et on n'entend pas le timbre de ta voix, on ne sait pas si tu es bien ou tu n'es pas bien. D'accord? Donc tu es plus... tu as une conversation numérique, quoi. Ok? Mais moi, dans mon caractère, je suis mal maximum 24 heures. Quelle 48 heures. Ça, c'est ma nature. Il faut aussi bien se connaître. D'accord, je ne suis pas quelqu'un qui déprime ou qui se sent mal. Je peux tomber malade une semaine ou 4 jours ou 5 jours. Mais dans ma psychologie, même si j'ai une très mauvaise nouvelle, après, je ne sais pas j'ai jamais eu de proches qui sont morts, par exemple, de très proches. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais en tout cas, voilà, dans le quotidien, même si je perds beaucoup de choses, je m'en fous, c'est 24 heures, quoi. Je suis toujours opérationnel. Magnifique. Je sais que Wallis Car est passé par beaucoup de périodes difficiles. Je pense qu'à un moment, vous avez eu un problème financier, en termes de levée, etc. Et vous deviez avoir une certaine somme pour continuer les opérations. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est produit exactement. On n'a jamais eu de problème financier. Ah oui? Ouais. Parce qu'en fait, on a toujours anticipé et géré en fonction de nos finances, pas le contraire. D'accord. Je ne sais pas si tu as la nuance. Oui, très bien. Je vois très bien. Comme on est une entreprise familiale, il n'y a rien qui nous pousse à faire plus. Quand est-ce que tu as des problèmes financiers? Quand tu fais trop, quand tu as les yeux plus gros que le ventre. Mais quand tu as toujours un petit peu faim, tu gères toujours ta société en stress. Et tu es très opérationnel. On a commencé à grandir quand on a fait la levée de fonds, pas le contraire. D'accord. On n'est pas allé voir des financiers et leur dire ou un fonds on a besoin d'argent parce qu'on est dans la merde. Non, on a besoin d'argent pour se développer, pour gagner plus ensemble. Non. Par contre, moi, oui, j'ai eu des problèmes politiques en 2010. La société n'existait que depuis
3 ans. Je me suis retrouvé en prison, on va dire, pour des histoires politiques. Donc pendant 1 an, c'était sous l'époque de Ben Ali, je suis sorti tout de suite après, bien sûr je suis innocent. Donc finalement, comme la société était petite et qu'il y avait ce sentiment d'appartenance, elle a été bien gérée, on va dire. Il n'y a pas eu de vol, etc. La production elle est tombée, mais il n'y avait pas beaucoup d'employés. Ce n'est pas une vieille boîte. On n'a pas 200 personnes titulaires qui disent « ouais, on s'en fout que le fondateur soit en prison, on veut notre fric tout de suite, etc. » Non. Quand il y a toujours du dialogue, les êtres humains, c'est des êtres humains. Quand ils sentent que tu es honnête et qu'il y a du dialogue et que tu te sacrifies plus que eux, pas autant, plus que eux. Okay. C'est-à-dire, moi, je suis le dernier à avoir eu un salaire chez Wallis. Okay. C'est-à-dire, la priorité, c'était les employés. Moi, pendant des années, mon salaire, c'était 400 dinars par mois et 500 dinars. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Mon salaire, maintenant, c'est 1500 dinars net. Okay. C'est important de le savoir. Okay. Comme je suis l'actionnaire majoritaire, ça ne me dérange pas. D'accord, j'ai compris. Mais même s'il n'y a pas de dividende, ça ne me dérange pas. Mais quand ça marche, c'est pour moi. Oui. Donc tu ne peux pas avoir l'argent des deux côtés. Et surtout, quand tu demandes à tes employés de faire des sacrifices, tu dis moi mon salaire il est inférieur au vôtre. Oui. Ok ? Parce que une société juridiquement comment elle est conçue te dit non, l'actionnaire c'est quelque chose et le PDG c'est quelque chose. Donc des fois tu as des PDG qui gagnent, je dis n'importe quoi, 100 000 dinars par mois et qui ont aussi 50% de la boîte. Bon, personnellement, je trouve ça ridicule. Okay. D'accord ? Donc, tu ne peux pas tout avoir. Ce n'est pas Wall Street ici, ce n'est pas le Nasdaq, et ce n'est pas la Silicon Valley. Ouais. D'accord ? On est un pays pauvre, on travaille avec des gens qui ont des salaires, même si quelqu'un a 1000 dinars, je considère que c'est un salaire bas, il faut vivre avec son environnement et son écosystème. C'est comme ça que tu es crédible, c'est comme ça que tu peux faire des choses. Tu peux pas. Nous, c'est interdit. Même plus tard, s'il y a un PDG qui vient, moi je suis juste DGA, mais mon frère et moi on a mis cette règle, Okay. Personne ne peut avoir un salaire qui est au-delà de 15 fois le salaire minimum. Tu ne peux pas, toi, dire que tu dois vivre, c'est arbitraire 15, ça pourrait être 20, ça pourrait être 5. Okay. Pourquoi est-ce que toi, même si tu es PDG, c'est pas toi qui as créé la boîte, les décisions ont été prises, on est dans un petit pays, je ne vois pas pourquoi si quelqu'un est payé 1000 dinars, tu aurais plus que 15 000 dinars. Okay. Tu vis en Tunisie, si tu vis en France, je comprends. Ça veut dire que déjà, toi, tu vis 15 fois mieux que lui. D'accord. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'on prend 15 familles pareilles, toi, tu as le même salaire que 15 familles d'un coup. Donc c'est important ça. C'est important, on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup, et quand tu regardes l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, c'est pas exceptionnel. Hein. Oui. Il y a plein de patrons de société qui font ça. Mais peut-être qu'ils le communiquent mal, ou peut-être que. Ce genre de Peut-être quotas, que. Oui, non, pas 15, non, pas 15, ça peut être 10, ça peut être 8. Okay. Mais par exemple, Louis Gallois, qui est un patron, on va dire, austère et frugal, a décidé de ça. Pendant longtemps, comment il s'appelle, le PDG d'Amazon. Maintenant, le problème, c'est que les journalistes parlent que des milliards et des milliards de dollars. Ils ne disent pas quand un gars est payé que 10 000 dollars par mois, alors que sa boîte fait 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Je pense qu'il y a pas mal de PDG, même de la Silicon Valley, qui font ça, lorsque sa start-up au début n'a pas assez de fonds, quoi. Après, si tout le monde est payé 1 million de dollars dans la société, pourquoi pas, hein, c'est pas un souci. Ça. Et j'aime cette honnêteté de se dire on est un pays pauvre et Bah oui. Réellement regarder les choses comme elles sont. Comment tu regardes Walliskar aujourd'hui? La vérité, comme tu y vis au quotidien, c'est comme toi, si je te dis tu as eu 20 sur 20 en maths, tu dis comment tu te regardes? Tu dis non, pour moi 20 sur 20 en maths, parce que j'aime les maths, c'est naturel, ça m'amuse. Après, c'est le regard des autres qui me disent waouh. Pour moi, c'est pas waouh. Ok? Par contre, quand je vois que ça tourne tout seul, quand je vois que même quand je m'absente, ça marche bien, quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en vivent, quand je rentre et je vois que tout est propre, j'ai l'impression d'être moi-même en Europe, alors que c'est nous qui avons fait ça. Avant, ici, il n'y avait pas un arbre. On a planté 2000 arbres ici, hein, y compris les petits, bien sûr. Donc, et quand on voit les voitures dans les rues, c'est quand même une voiture, c'est pas un pot de yaourt. Au pire des cas, un pot de yaourt, tu as une petite diarrhée, mais c'est une voiture, c'est sécuritaire. Donc, il y a une sorte de fierté. Je m'y suis habitué
Mais quand je voyage, je pars 2 semaines et je reviens, je me dis c'est quand même pas mal ce qu'on a fait. L'être humain, in fine, il veut toujours laisser une trace sur Terre. Il y en a qui font un immeuble, il y en a qui éduquent des enfants, il y en a qui plantent des arbres. Moi, j'adore planter des arbres. J'aime bien avoir un immeuble, pas plus, c'est-à-dire des bâtiments pour que les gens travaillent. J'aime l'activité, d'accord ? C'est sympa. En plus, une marque, ça ne meurt pas. Quand tu laisses une marque, ça ne meurt pas. Parce que ça reste dans l'inconscient des gens. Et une marque peut toujours renaître de ses cendres. Tu peux casser une usine, casser un bâtiment, mais la marque reste dans la tête. Et tu peux l'utiliser pour autre chose. Donc Wallis, oui, c'est une voiture, mais oui, c'est une marque. Et derrière une marque, il y a des valeurs, il y a une philosophie, il y a une vision, etc. Il y a un rêve. En fait, Wallis, c'est simplement dire que, peu importe d'où tu viens, que c'est possible de faire des bagnoles. Tout à l'heure, tu m'as dit de faire des choses, pas des bagnoles, mais faire des choses que les gens n'y croient pas. Bon, les gens se sont beaucoup moqués de moi. Tu me connais un peu, peut-être que tu as eu des feedbacks il y a 10 ans, peut-être, c'est quoi ça, c'est du n'importe quoi, ils s'amusent dans un garage. Non, moi j'avais une vision. Mais les autres peuvent rigoler. Mais Wallis, en fait, c'est l'idée qu'en Tunisie, des jeunes, avec peu de moyens, peuvent faire des choses incroyables. Pourquoi je dis incroyable ? C'est pas incroyable pour les Tunisiens, c'est incroyable même pour les Européens. Ici, on a des Allemands qui viennent, des Français, des Américains qui disent « Waouh, c'est incroyable !» On n'arrive pas à croire ce que vous faites. Avec aussi peu de moyens, nous, on ne sait pas faire ça. Les Allemands savent faire des voitures, mais ils ont besoin d'un budget de la moitié du budget de l'État tunisien pour commencer à produire. Donc, c'est une mentalité, c'est un esprit, Wallis Car. En gros, Wallis Car, c'est made by us, made together. Est-ce qu'on peut ouvrir juste une petite parenthèse sur la prison ? Bien sûr. La prison, c'est comme tous les moments très difficiles. D'accord ? Donc, les moments très difficiles te permettent de basculer en fonction de ton caractère et de ta philosophie. Si tu es quelqu'un qui, à la base, est fort et philosophe, tu vas devenir encore plus fort et encore plus philosophe. Si à la base, tu es un peu dépressif et un peu complotiste et un peu victime de la société, victime dans ta tête, de tes parents, victime, tu crois que tu mérites plus que les autres et que tu crois que tu es un peu le centre du monde, tu vas déprimer ta race et tu vas sortir comme une merde. D'accord ? Donc, je donne 2 exemples extrêmes. Après, il y a des gens qui sont entre les deux, qui sont ni mégalos, ni très forts, non, mais qui sont, on va dire, gentils, un peu faibles, comme ça, qui ne sont pas bagarreurs, etc. Oui, ils vont un peu se victimiser. Moi, je suis très philosophe. Ça veut dire quoi ? Attention, je ne suis pas en train de dire que j'ai pas pleuré quand j'ai vu ma mère au parloir et que c'était pas dur. Non, c'était dur. Mais quand tu rentres en prison et qu'on te donne un numéro, le premier jour, tu es 4696 pour moi, tu as 2 solutions dès que tu arrives. Ou bien tu te dis, non, moi je m'appelle Zied Giga et je suis, et j'ai fait et je suis. Donc ton ego. Ou bien tu te dis, mec, là, c'est fini, tu es 4696, donc tu es un chiffre, ok ? Tu es comme un électron dans un atome et tu n'es rien, tu es un numéro. Et tu vas t'adapter en fonction de ça. Et tu n'as pas le choix, mec. Marche ou crève. Et tu te dis, je suis un numéro. Si tu vis une injustice et que tu es philosophe et que tu as un peu de culture, je dis ça modestement, que tu as un peu de culture et que surtout tu comprends l'histoire, le mot injustice, injuste, victime, je pense qu'il existe depuis des milliers d'années. Okay. D'accord ? Okay. Peu importe en quelle langue. Oui. Donc s'il existe depuis des milliers d'années, ça veut dire que depuis des milliers d'années, il y a des gens qui ont vécu des injustices et qui ont souffert. Mec, c'est ton tour, c'est tout. Ok ? C'est ton tour et tu l'acceptes. Pourquoi est-ce qu'on accepterait le succès ? On accepterait que tout le monde t'applaudisse et te dise t'es super beau, et là c'est acceptable, et qu'on n'accepterait pas l'autre. Pourquoi tu te dis, t'as vu ce mec, il a réussi dans la vie, ouais, moi je mérite comme lui. Celui qui a le top, qui a tout, entre guillemets tout, ça veut rien dire tout. Et tu te dis, je veux être comme lui. Et tu acceptes d'être comme ce monsieur qui brille. Okay. Il faut aussi être accepté, être comme Mandela, qui a souffert pendant des dizaines d'années, 27 ans, Okay. il s'est fait insulter, etc. Et des grands hommes
Donc si tu es philosophe et tu as un peu d'histoire, tu te dis, mec, je suis en train de vivre ce que Mandela vit. De la même manière que quand tu es en train de construire Wallis-Car, tu dis, ouais mec, je suis en train de vivre ce que Henry Ford est en train de vivre. Mais toujours à ta place. On n'est qu'un atome dans l'univers. Et ça, c'est ça que je veux dire philosophe. Donc, bien sûr, comment tu passes ton temps? Tu essayes de lire, tu essayes de ne pas trop écouter les conneries, tu essayes de te faire des amis, tu essayes de partager, tu essayes d'apprendre ton système judiciaire. Je ne parlais pas très bien l'arabe, moi, donc j'ai appris à parler l'arabe là-bas. Il y a des choses à tirer des êtres humains. Le gars, j'ai jamais rencontré des gars qui venaient de je ne sais pas quelle région, j'essaie de parler de sa région. On est 100 dans une chambre. Si tous les jours tu prends un peu de quelqu'un, tu as passé 100 jours déjà. C'est l'état d'esprit. Après, c'est dur. Tu dors pas bien. Tu vois, mais je dormais bien par contre, tu vois. Je trouve toujours le moyen de dormir, c'est hyper important. Donc voilà, c'est un état d'esprit. J'ai passé 14 mois, si tu veux savoir combien. Et c'est tout. Et moi, c'était sympa parce que c'était de l'injustice et je suis sorti grâce à la révolution. Donc je suis sorti un peu en héros, quoi, tu vois. D'accord, ok. Donc c'était sympa. Mais moi, ça m'a pas choqué plus que ça, mais ça m'a renforcé, ouais. Est-ce que tu lis, comment tu t'adaptes en fait selon les situations? Par exemple, en tant que fondateur ou cofondateur de Wallis-Car, tu es devenu un leader d'entreprise, ou chef d'entreprise. Tu n'étais plus le jeune étudiant ou jeune graduate. T'adapter réellement, est-ce que tu changes aussi de passion ou de centre d'intérêt, disons? Tu vas plus parler à des business guys, tu vas plus lire des revues business, tu vas plus lire business ou philosophie. Pareil pour la prison, tu vas lire des trucs de mindset ou pas du tout? Toi, c'est vraiment, tu t'adaptes avec l'environnement, tu apprends des gens, c'est tout. Alors, en termes d'outils. J'ai fait beaucoup d'interviews, hein, et franchement, sont top tes questions. Merci. Elles sont intelligentes, elles ont du sens, et c'est un plaisir de parler avec toi. Super, ça fait plaisir. Alors, in every level, there is a devil. Ok? C'est comme tu dis, à chaque fois, il y a une nouvelle manière de faire et de penser. Il faut toujours s'adapter. La seule constance, c'est le changement. Donc, mais même dans le changement, il faut garder le corps, il faut garder l'essence de où tu veux aller, de ta vision. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aimait trop l'école et j'aimais pas écouter des gens parler trop longtemps. D'accord? Par contre, aujourd'hui, grâce à YouTube, il y a tout. Quand je vois des jeunes qui disent « Ah, je sais pas » ou « Je savais pas », « Oh, ça existe », ça me rend dingue. Parce qu'il y a tout. Il y a Google et il y a YouTube et il y en a plein d'autres, j'imagine. Facebook, c'est de la merde. Facebook, ça tombe devant toi. C'est ton réseau d'amis qui t'envoie des trucs et tu vois ça. Donc, tu es passif. Tout à l'heure, je t'ai dit « Je déteste la passivité ». Par contre, quand tu es sur Google, tu es actif. Tu cherches. Donc, dès qu'il y a des... Et ce qui est bien avec mon frère, c'est qu'on partage aussi beaucoup de choses. On entend des talks de gens qui ont fait beaucoup mieux que nous, beaucoup plus que nous, qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc, tu prends des idées. J'ai pas de role model, moi. Ok? J'ai pas... Je m'en fous de Mark Zuckerberg. Voilà. Je m'en fous de Mark Zuckerberg. Je m'en fous de Steve Jobs. Je m'en fous d'Elon Musk. Ils ne m'impressionnent pas du tout. Ils ont vécu dans leur écosystème, ils ont eu leur chance. Par contre, il y a des choses de Steve Jobs qui sont intéressantes. Le côté minimaliste, le côté comment il a fait ça avec ça, et des côtés de l'autre qui sont bien. La vie, c'est une mosaïque et tu prends et tu crées ta propre mosaïque après. Ok? Mais c'est des couleurs plutôt, pardon, et tu prends des couleurs à droite et à gauche et tu fais ta mosaïque. Mais et à chaque fois, oui, j'écoute. Mais et je m'en inspire. Pour moi, le monde, tout est lié. L'arbre qui est derrière toi est lié à Wallis-Car, qui est lié à moi, tout est lié, mec. On peut commencer à parler d'un arbre et créer un lien jusqu'à la production de bagnoles. Il y a une philosophie dans l'arbre que tu peux trouver dans la philosophie d'une entreprise ou d'un être humain. Je ne sais pas si je parais un peu fou quand je dis ça, mais pour moi, tout est lié. Après, il y a des gens qui ne me comprennent pas ou qui trouvent ça un peu débile et tout, mais ce qui est beau dans la vie, c'est que tout est lié. Et à partir de là, tu adaptes, tu trouves des convergences, tu trouves des divergences, et toi, tu construis ton bordel à partir de là. Okay. Parce qu'en fait, c'est le bordel. Là. Le monde, tu peux le voir très bien structuré ou bordélique. Donc, s'il est bien structuré, tu t'adaptes vraiment. Et si c'est le bordel,
Si c'est bien structuré, tu t'adaptes en rentrant dans la structure. Ok. Et si c'est le bordel, tu prends là tous ces trucs-là, et dans le bordel, tu trouves des trucs et tu construis ton truc. Tu ne structures pas, tu prends. Voilà. Donc oui, on s'adapte, mais on reste nous-mêmes, quoi. On va parler un peu de voiture et de Wallis-Car. Tu as le nouveau modèle 619. Si Ouais, 619, ouais. 619 qui est sorti Là, il a commencé à être livré ce mois-ci, quoi. ce mois-ci. Ouais. Ah, génial. De l'Iris jusqu'à 619. Il y a Elysis avant, l'autre. L'Iris, la première. Ouais. Là, c'est notre troisième modèle qu'on sort. C'est le troisième, ok. Qu'est-ce qui est en train de changer? Et j'ai eu aussi des feedbacks que j'ai demandé à la communauté de me poser des questions. Et même moi, je me suis posé cette question de me dire pourquoi le design de Wallis-Car est comme ça? Est-ce que ça a un lien avec les cours ou c'est juste une philosophie? Le nouveau ou l'ancien? Les deux. Les deux. Au début, quand on a commencé Wallis, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire comme design? En fait, si tu commences une marque neuve dans un pays qui n'a pas d'histoire automobile, si en plus tu fais un design totalement neuf, de zéro, même s'il est innovant, les gens ne vont pas aimer ou ils vont mettre beaucoup de temps à le digérer. Or, nous, on ne pouvait pas se permettre d'avoir tous les problèmes d'un constructeur et en plus avoir des problèmes de design. Donc on s'est dit on va gagner des années en faisant un design qui existe et qui est aimé par tout le monde, à savoir les designs des Jeeps, qui n'est pas un design spécifique à la Jeep. Mahindra, Toyota, Suzuki, les Jeep Overland, etc. avaient ce design. C'est quoi? Une calandre avec 6 ouvertures. Ça, c'est l'identité de Wallis. Calandre avec 6 ouvertures, des phares ronds à l'arrière, des phares ronds à l'avant, avant et arrière, pardon. Ok. Et un style surélevé et 2 portes. D'accord. Ok. Et plutôt on est toujours entre une forme carrée avec des petites rondeurs. Ça, c'est un design sympathique et intemporel. Les gens ne vont peut-être pas acheter, mais ils vont jamais trouver ça moche. Ils vont toujours trouver ça mignon. C'est pour eux, c'est autre chose. D'ailleurs, tu le remarques, même quand un grand constructeur, même quand Mercedes parfois change de design, change de classé, on dit « Ah, c'est pas très joli, j'aime pas ». Mais au bout de quelques années, tu en vois partout dans les rues, parce qu'ils te mettent des top modèles, parce qu'ils mettent n'importe quoi, Federer dedans. Ils t'imposent le design, parce qu'après tout, le design, c'est quelque chose de subjectif. C'est l'œil. Les voitures japonaises ont un design un peu bizarre, parce que les Japonais aiment ce type de design. Pour nous, c'est bizarre. Tu as vu quand une Toyota, comme c'est moche? C'est jamais beau une Toyota, c'est rare une belle Toyota. Par rapport à notre œil, à nous, notre œil qui est un œil européen. Oui, ok. Donc c'est très subjectif. Okay. Donc on ne pouvait pas rajouter de la subjectivité à ce projet. Donc on a fait une Jeep. Ça a plu, ça a marché, etc. Ben, maintenant, la 619, c'est la voiture la moins chère du marché tunisien. D'accord? C'est une des voitures les moins chères au monde. Malgré ça, il y a 19% de TVA et 18% de droits de douane à peu près. D'accord? Elle a combien? Donc, elle est à 29 000 dinars, 28 800. C'est un moteur Kia, 4 cylindres, 1300 cm3. Une voiture indestructible, très solide et très adaptée à la Tunisie. On a fait un design et notre idée, c'est d'être en contresens. On veut qu'elle ne plaise pas à tout le monde. On veut qu'on parle de ça. Parce que si elle était toute ronde, comme une petite Suzuki ou comme une truc, ça n'a pas de sens de faire un design qui suit la mode. Pas pour nous, parce qu'on en fait en petite série, accessible mais pas pour tout le monde. Elle est en série limitée, elle va être à 200 unités. Ça va être une voiture très solide et en plus qui n'est pas disponible. Donc on donne de la valeur à notre client. Ça veut dire quoi? Comme elle va être rare, même en occasion, elle va être plus chère. On veut que les clients, lorsqu'ils achètent une Wallis, parce que la vraie valeur d'une voiture, c'est le coût d'achat plus le coût d'utilisation, moins la valeur de revente. Parce qu'elle se vend une voiture. C'est rare quelqu'un qui garde une voiture 90 ans. Donc il faut qu'il gagne de l'argent dessus ou que sa valeur intrinsèque reste la même. Donc on crée la rareté. C'est ça le business. On peut se permettre de faire ça parce qu'on le fait nous-mêmes. Mais pour faire une voiture aussi pas chère, on doit acheter des moules qui ont déjà existé. D'accord. Ok, des designs des années 90 qui vont revenir être tendance, mais que nous on trouve cool, que nos clients trouvent cool, parce qu'on veut que quand tu roules dans la rue, même si ça fait bizarre, tu dis putain c'est qui roule avec une voiture neuve
du début des années 90. Moi, je trouve ça super cool Ok, cool. d'avoir une voiture qui a 20 ans, mais qui est toute neuve.